Plein l'ado, c'est un rendez-vous détente présenté par Bernard Zanzouri pour rire, réfléchir et grandir tous ensemble. Plein l'ado, et aujourd'hui dans notre émission un invité que je vais présenter tout de suite. Et n'oubliez pas que nous sommes sur Plein l'ado, l'émission consacrée à nos ados, à leurs parents et à tous les gens qui s'intéressent à ce monde fantastique de l'adolescence. Aujourd'hui avec nous le Rav Avraham Deri. Rav Avraham, bonjour. Shalom, bonjour. Alors tu es rabbin, on va se tutoyer, hein, comme ça on gagne du temps dans cette émission. En plus on s'est connus dans quelques vies antérieures. Exactement. Rabbin du centre communautaire Gomel Chesed à Ashdod. Exactement. C'est tout nouveau, à vrai dire. Alors, qu'est-ce qui se passe là-bas, dans ce centre Bon, les habitués de l'émission savent qu'on va parler de la vie du Rav Avraham Deri, on va savoir un peu comment il a fait sa alia et tout, mais on va s'intéresser un tout petit peu, puisqu'on a le titre. Qu'est-ce qui se passe dans le centre Gomel Chesed à Ashdod? Je vais d'abord commencer par dire que c'est un tout nouveau titre, puisque ça fait que quelques mois seulement que je me suis installé à Ashdod. Et évidemment, j'ai commencé donc ce rôle l'été dernier, il y a quelques mois. Il s'agit en fait, un rêve qui s'est accompli. Et 20 ans durant, l'association Gomel Chesed existait déjà à Ashdod, mais la réunion, en fait, faire converger les différents mosdot, les différentes institutions qu'ils ont créées, n'a eu lieu qu'il y a donc quelques mois. Et il s'agit d'un centre communautaire qui comprend une synagogue, qui comprend un beth midrash, qui comprend un kollel, qui comprend toutes sortes d'aides pour les francophones, un beth midrash francophone également. Il y a véritablement une vie communautaire, à vrai dire, quand on la compare avec ce qu'on a connu également encore en France, ça ressemble beaucoup au modèle communautaire français qui est bien au-delà de la vie de la synagogue. C'est bien plus que cela. Il s'agit de toute la communauté, des différentes parties de la communauté, avec un apport, une touche particulière pour chacun des ma'agalim, chacun des cercles exactement, qui forment cette communauté. Alors, Avraham, on va essayer de comprendre un tout petit peu. Il y a des Français dans cette communauté, il y a beaucoup de francophones. Il y a beaucoup de francophones. À vrai dire, elle a été créée par des anciens Olim. C'est pour ça que ça ressemble à une communauté française. Ils ont essayé de pousser dans ce sens. Exactement. La famille Haddad, avec de nombreux anafim, il y a des générations qui sont maintenant, pas seulement la génération d'après, mais les deux générations d'après, qui sont montés, à vrai dire, à peu près comme moi. Moi, je suis monté il y a 30 ans, de la banlieue parisienne, et eux sont montés directement à Ashdod. Et au départ, quand ils étaient encore dans leurs premiers pas en Israël, ils ont bien évidemment intégré des Bate Knesset et qui étaient encore à Ashdod, et eux-mêmes tout débutants. Et au fur et à mesure de leur développement personnel, ils ont caressé un rêve de dire il s'agit de prendre en main, pas seulement d'être des tzachanim, des consommateurs exactement des services qu'on a reçus. Il s'agit maintenant de prendre responsabilité face aux différents défis, au défi d'enseigner la Torah, au défi de permettre véritablement une vie communautaire active, au défi sans aucun doute également de Klita, d'intégrer, eux-mêmes ont été intégrés et par la ville d'Ashdod. Il s'agissait de rendre ça quelque part également, d'intégrer la communauté des Olim francophones également à Ashdod. Ils ont fait ça de façon d'une messiroute, par un grand don de soi. Exactement, okay. Parfait. Et ils se sont donné les moyens, il y a maintenant donc moins de 6 mois, de tout réunir sous un mivné. Il s'agit véritablement d'un centre communautaire 4 étages, avec chaque étage a pour une fonction bien particulière. Il y a les synagogues. C'est un centre qui est nouveau, qui a été construit. Oui, tout à fait. Exactement. Et c'est véritablement l'établissement d'un rêve qui va réunir tout ce qu'ils ont investi pendant 20 ans. Il s'agissait pour eux, au moment où on passe, pas seulement au niveau géographique, c'est pas seulement une amélioration des conditions, il s'agissait également de trouver et de proposer, c'est ce qu'ils ont fait quand on a fait connaissance, de proposer la direction et la Ovala, on va y arriver.
de prendre les choses en main, de diriger vraiment, d'être le leader un peu. Exactement. Le vecteur, en fait, non pas qu'ils m'ont attendu, ils m'ont vraiment pas attendu pour faire, ils ont fait constamment, mais il s'agissait maintenant de passer dans la cour des grands. Il s'agissait véritablement de prendre ça et de donner une dimension largement plus, d'élargir toutes les activités qui avaient fait juste auparavant, excusez-moi, et c'est la raison de ma venue là-bas. Alors, on va revenir à Gomel Chesed tout à l'heure, mais avant, Rav Avraham, Dre et Deri, on va... Dre, c'était mon nom d'artiste. Dre, c'est le nom d'artiste. Moi, j'ai connu il y a longtemps. Bon, on ne va pas tout raconter aux gens qui nous regardent. Tout à fait. Mais on se connaît effectivement depuis longtemps. Ouais. Et on va essayer de retracer un tout petit peu avec toi ta vie avant la Aliyah, ta Aliyah, ton mariage, tout. On veut tout savoir sur toi pour savoir si c'est relevant. Parce que sinon, on ne va pas s'intéresser à Gomel Chesed non plus. On va dire, bon, c'est bien, il y a une initiative, mais une fois qu'on va te connaître, ça va être beaucoup plus facile de comprendre ce que tu fais aujourd'hui. Avec plaisir. Alors, raconte-nous, avant ta Aliyah, qui tu es, dans quelle école tu grandis, comment tu apprends la vie un peu en France. Il y a plein de gens qui vont se reconnaître ici. Exactement, en effet. Je nais à Chelles, en banlieue parisienne. Et la scolarité, le primaire, dans une école laïque de la ville de Chelles, c'est seulement en seconde, c'est seulement au lycée où je passe à l'école juive à l'Alliance, Pavillon-sous-Bois, Madame Cohen. En effet, beaucoup, je suppose, d'auditeurs vont se reconnaître. Reconnaître l'établissement, c'est sûr. En effet, en parallèle à cela, je grandis également dans la communauté de Chelles. Le rabbin Banon, Zichron Livracha, nous a fait grandir dans un amour de la Torah, dans une véritable proximité avec toutes les difficultés qu'une vie en banlieue. On connaît beaucoup de gens, effectivement, qui ont été élevés par le rabbin Banon. Exactement. Il y a des noms comme ça dans la communauté juive de France qui restent. Exactement. Et encore un autre parallèle, c'est que le mouvement de jeunesse qui nous réunit, à toi et moi également, c'est le mouvement de jeunesse dans lequel j'ai été d'abord, j'ai participé en tant qu'enfant, ensuite j'ai été cadre. Et il s'agit de Tikvateinu. Tikvateinu a monté une antenne à Chelles, dans notre communauté. Tikvateinu qui était à l'époque donc le mouvement du consistoire de Paris, exactement, qui œuvrait énormément dans la banlieue parisienne et sur Paris. Ouais. Exactement. Donc tout cela réuni, c'est mon enfance, jusqu'à seconde, première, terminale. On arrive en terminale, on fait des voyages pour connaître Israël, et la décision est prise, on part en Israël. Je suis monté pour toi, c'était quelque chose de clair que tu allais monter en Israël après le bac, ou ça s'est décidé un peu en terminale comme ça? C'était un rêve tout le temps, mais c'est vrai que la décision pratique, elle s'est faite en terminale avec la conjugaison en fait de tout ce que j'ai exprimé auparavant. À savoir, c'était à la fois le mouvement de jeunesse, à la fois la communauté, bien évidemment, mes parents, et il s'agissait véritablement de faire aboutir un rêve d'enfant qui est devenu réalité à l'âge de 17 ans. Alors, Avraham, je vais te poser une question, tu vas peut-être pas te souvenir, mais en tout cas, à l'époque, quand tu montes en Israël, est-ce que tu as un autre rêve, celui de ton futur emploi en Israël, de ce que tu vas faire? Et est-ce que tu n'es pas loin aujourd'hui ou aux antipodes? Vraiment rien à voir. Quand je suis arrivé en Israël, j'avais, comme tout bon étudiant en terminale, et sa maman lui répond « Qu'est-ce que tu vas faire quand tu seras grand ?» C'était bien évidemment un métier où on étudie des études à l'université. Et j'avais pour intention, j'ai même commencé à Bar-Ilan une licence de physique. Je ne savais pas encore exactement qu'est-ce que j'allais devenir, mais c'est comme ça et que ça a commencé toute l'histoire. C'est pas grave parce que rabbin, c'est très physique. c'est vrai aussi. Boulot. Mais véritablement, quand je compare, en fin de compte, la réalisation après 30 ans et par quoi ça a commencé, c'est vrai que c'était plutôt le modèle habituel qu'on avait dans nos mentalités en tant que lycéen en France. D'accord. Alors, on va expliquer un peu aux auditeurs, parce que tu as un long passage à l'armée, à Tzahal. Ça aussi, c'était quelque chose de prévu ou ça s'est fait? Allez, raconte-nous. J'ai fait l'armée. La première année, je suis donc arrivé en Israël et j'étais chez la yeshivat Echal Eliyahu, la yeshiva du Rav Botchko. On avait le Rav Botchko la semaine dernière qui passait, c'était l'émission d'avant. Alors, j'étais chez son père, en fait. Continuité, le Rav Moshe. Exactement, j'étais chez le Rav Moshe Zatzal. Et c'était encore avant Kochav Yaakov, c'était encore à Rehov Jabotinsky. Exactement, en face du logement de fonction du Rav Ovadia Yosef. J'ai vécu pendant un an en face. J'étais à la yeshiva donc, du Rav Moshe et on habitait en face du Rav Ovadia lui-même, ce qui était un mérite encore plus méragèche, encore plus émouvant. Quoi qu'il en soit, et cette année-là, c'était une année
de premier apprentissage en Israël, l'hébreu, la Torah, la yeshiva. On est rentré immédiatement à l'armée. Si tu parles d'armée, on va y arriver à l'armée de carrière que j'ai fait ensuite, mais en tout cas, la première période où j'étais à l'armée, si on m'avait dit j'ai souffert énormément, j'étais tout seul. C'était dans quelle unité, tu faisais quoi? Il a fait en Chirion, les tanks, Nahag, pilote de tank Merkava, Khativa Sheva, dans le Golan. Je ne pouvais même pas imaginer le lien entre moi et... Exactement. Et si on m'avait dit pendant le Sadir, pendant le service Chova, qu'un jour viendrait où je deviendrais officier et je vais faire une carrière dans l'armée, je pense que j'aurais pris celui qui m'annonce une chose pareille, que j'aurais été particulièrement sévère ou même peut-être violent avec lui. Et j'étais loin de penser qu'un jour j'arriverais à la situation. Alors, juste avant de savoir comment tu t'es fait attraper, malgré tout, qu'est-ce qu'on raconte aux parents quand c'est dur? Qu'est-ce qu'on raconte aux parents qui sont restés en France? À vrai dire, c'était encore l'époque. On a un peu peur de leur faire peur. Ah oui, tout à fait. C'est encore à l'époque où il n'y avait pas ni téléphone portable, ni mail, ni aucun moyen qui est très commun aujourd'hui. Un téléphone, à la base, il fallait faire la queue pendant 200 mètres. Et à la base, en plus, on ne pouvait pas appeler Chutzaretz. Et pour appeler sur Chutzaretz, il fallait arriver au Tachanot Miuchadot de Dohar Israël. C'était vraiment... on payait par minute la communication, et pendant cette communication il fallait tout dire, sauf que je souffre énormément à l'armée, ça c'est clair, qu'il ne s'agit pas de dire tout va bien maman, on mange très bien, on dort très bien, tout va très bien, et que les rassurer par tous les moyens. J'adore le paradoxe en fait, parce que pendant toute l'armée, donc tu penses quand est-ce que je me libère, et une fois que tu vas te libérer, on va voir que tu vas replonger, c'est assez fantastique. Exactement. C'est le pays des miracles. Par tous les points de vue, c'est tout à fait juste, tout à fait. Alors, à l'époque, donc tu es encore un jeune célibataire qui est en train de galérer à l'armée, et qui quand il dort, il rêve de tank, et le reste de la journée, il est dans le tank. C'est à peu près ça. Qui sort très peu des manœuvres de l'armée. D'accord. Comment tu te construis à partir de là? Qu'est-ce qui se passe? Bien. À vrai dire, ce qui va faire... Tu vas voir la fin à un moment? Ce qui va faire le Mifné, c'est un peu le tournant. Le tournant tragique, non, mais en tout cas, mashmaouti, significatif, c'est que juste après l'armée, je me fiance. Je me fiance avec Carole, mon épouse aujourd'hui, depuis donc 30 ans. Et elle aussi est montée après le bac, elle aussi a grandi à l'Alliance, elle aussi était un cas de Tikvateinu, toutes les réponses sont justes. Et à partir du moment où on annonce le mariage à nos parents respectifs, alors pour elle aussi, a priori, elle doit absolument étudier ce que ses parents lui ont recommandé d'étudier. Moi aussi, c'est la même chose. Mais une fois qu'on décide de se marier et qu'on se marie, c'était juste l'année d'après l'armée, on décide, en fin de compte, une fois qu'on a grandi, on était très jeunes, on était 20 ans, 21 ans quand on s'est marié, et on décide cette fois-ci de réfléchir un petit peu et de véritablement se poser la question qu'on ne s'était jamais posée jusqu'à présent, qu'est-ce qu'on voudrait véritablement faire quand on sera grand. Et là, elle choisit, de passer de biotechnologie chez l'Amazon à un domaine particulièrement chimique et laborantin, vers un domaine d'éducation. Elle choisit de devenir éducatrice en jeunes enfants, Ganenet en Israël. Et moi, je choisis d'aller à la yeshiva. La première année de la yeshiva à Echad Eliyahu m'avait donné énormément d'envie. Et je choisis, après le mariage, d'abandonner donc Bar Ilan et la physique qu'on a évoqué auparavant, et de trouver une yeshiva où je pourrais grandir, apprendre, d'abord permettre à ma soif de savoir d'abord de grandir. Et au fur et à mesure, je commence à me dire que si ça fonctionne si bien que je me sens très bien à l'aise, eh bien, pourquoi pas commencer les études rabbiniques, pourquoi pas commencer les approfondissements qui sont demandés, et c'est comme ça. Alors, Avraham, on arrive au terme de notre première période. Ce qu'on va voir dans les autres périodes, c'est un peu ta période à l'armée et en même temps ta formation pour devenir rabbin. Tout à fait. Et dans les deux dernières parties, dans la seconde partie de l'émission, donc, nous verrons un peu beaucoup plus les méthodes pédagogiques, comment on fait grandir des jeunes, comment on s'occupe de Aliyah en Israël. Parfait. On se retrouve tout de suite dans Plein Lado. À tout de suite. Merci beaucoup.
Et nous sommes de nouveau avec le Rav Avraham Deri, le rabbin du centre communautaire Gomel Chesed à Ashdod. Et on était avec lui, il venait de finir l'armée, il s'était fiancé, puis marié. Et là, il se disait, qu'est-ce que je vais faire de ma vie avec ma femme, là et ce qu'il nous a pas dit aussi, comment on va manger maintenant, on monte une famille. Alors, quel a été le fruit de la réflexion familiale? Alors, on a cherché une yeshiva qui nous permettrait de... on vivait d'amour et d'eau fraîche, à vrai dire. Et, elle était donc étudiante. Et en ce qui me concerne, j'ai donc décidé de m'adonner à l'étude de la Torah. On est arrivé à Bethel, l'Yeshiva de Bethel, on a été accueillis. Il y avait déjà un programme francophone a priori, mais la vérité, c'est que je n'ai pas intégré le programme francophone. Ce qui m'intéressait, c'était... de rencontrer les Israéliens directement, d'apprendre l'hébreu parfaitement. Et par conséquent, j'étais intégré dans le programme, ce qui s'appelle les Bogré Tzava, de ceux qui commencent à Yeshiva une fois qu'ils ont déjà établi leur... Exactement. Et c'est là-bas que j'ai découvert un monde véritablement passionnant. D'année en année, et grandi dans la Torah. À vrai dire, il s'agit d'une vie à Bethel, c'est particulier. C'est pas seulement la yeshiva, tout le yishuv est organisé autour de la yeshiva, et c'est à la fois au niveau social, au niveau les enfants sont nés, ils ont grandi également de façon parfaitement entourée. Et Carole a terminé ses études, elle a commencé elle-même à être ganénette. Ça a servi énormément, si tu posais la question de savoir comment on a vécu. Alors, parce qu'au bout de 2-3 ans d'amour et d'eau fraîche, il y a besoin aussi de couscous. Voilà, c'est bien aussi de rajouter quelques éléments à l'alimentation. J'avais des petits travaux, à vrai dire, par-ci par-là également pour... On suppose, sinon exactement. On pas survécu à exactement, on se contentait de peu, mais la vérité c'est qu'on était très heureux de grandir de cette façon-là. Il y a des enfants qui sont nés dans l'intermédiaire. Quatre sont nés de façon très rapprochée l'un après l'autre. Et ensuite, la conjoncture a fait, c'était déjà 7 ans après, les examens de la rabbanout, j'avais déjà présenté mes études, donc, et j'avais été donc mousmach la rabbanout, et arrive une proposition particulière d'un des rabbanim de Bethel, le Rav Haim Sultan, qui venait de rentrer d'une shlichut qu'il avait fait dans la communauté de Marseille, et on l'avait chargé de chercher quelqu'un qui viendrait prendre le flambeau et qui viendrait, en tant que jeune rabbin, plein de force et de volonté et de motivation, et établir en fait un tafkid, un rôle de rabbin communautaire à Marseille. J'ai été voir... C'était quand même un sacré défi, parce qu'on a la femme, les enfants qui sont encore petits, on vient de finir son diplôme un peu de rabbin, mais on a encore exercé un peu nulle part, et puis d'un coup, il faut aller faire le rabbin un peu. En effet, il faut aller faire le rabbin, exactement, et ça te changeait énormément de dimensions, de cas, de tadmit. Et j'ai d'abord été voir de quoi il s'agissait. J'ai été accueilli particulièrement chaleureusement par la communauté de Marseille. Et je me suis retrouvé très rapidement rabbin de la grande synagogue à Breteuil. Là aussi, je suppose qu'il y a beaucoup de gens qui vont se reconnaître là-bas aussi. C'était les années connues. C'était à vrai dire 10 ans après. On est sorti en 97, donc c'était 10 ans après notre Aliyah, avec toutes ces étapes-là, armée, yeshiva et les enfants qui commencent à grandir. J'ai fait 3 ans. En fait, je suis sorti pour 2 ans par l'intermédiaire ça s'appelait la Mahlaka, les Shirutim Ruchaniim de la Histadrut Hatzionit, à Jean Juive. Et les 2 ans sont devenus 3 ans par la bénédiction du Rav Mordechai Eliaou, auquel on a pris conseil. Et 3 ans, vraiment, sans aucune afsaka. On était à la fois donc rabbin, ma femme était l'épouse du rabbin, et ça en soi, c'est déjà... un tafkid, un rôle pédagogique aussi. Oui, elle enseignait, elle était prête. Elle enseignait à Ganami, elle enseignait également à Yavne, mais elle n'enseignait pas du tout Ganenet, elle n'était pas du tout en Gilarach, elle était au lycée. Et enseignait là-bas aux écoles juives de Marseille. Moi-même, je me suis retrouvé responsable de la jeunesse de Marseille. Et le monde, si on a parlé... Vous avez bien utilisé. Exactement. On était également les liens de tous les séminaires d'Aliyah. Je suppose que Gam Shalom Var, peut-être, il a été même invité de cette émission-là, qui s'occupait également de préparer les familles à monter
On était en fait l'antenne à Marseille qui servait également à faire le lien entre tous ces séminaires-là. Je me suis retrouvé face à la jeunesse en rôle d'éducateur, face à la communauté en tant que rabbin à part entière. Il s'agissait également d'enseigner la Torah et d'être la samchoud, de pouvoir répondre aux questions halachiques qui m'étaient soumises. Il s'agissait également d'être, j'allais dire, celui qui suit en fait et les enfants qui veulent partir, les jeunes adolescents qui veulent monter en Israël, mais également les familles. Et c'était 3 ans passionnants. Comment on fait après 10 ans d'Aliyah pour se retrouver d'un coup, on a l'impression d'être monté dans la machine à remonter le temps. C'est la mâche. Et on doit se souvenir de quelle était notre mentalité avant de monter pour recomprendre un peu l'endroit où on retombe. Tu touches exactement à une question vraiment, vraiment pas facile parce que les motivations, quand nous on est monté, c'était encore une fois une Aliyah très désinvolte. En fait, on était à peine 17 ans, on est parti sans nos parents. Arriver à vendre l'idée de la Aliyah à des familles qui sont déjà établies, qui ont déjà des enfants et qui se posent des questions existentielles. Qu'est-ce qu'il faut faire en Israël ? C'est fondamentalement différent. À part ça, 10 ans, ça paraît peu, mais à vrai dire, c'était déjà des mentalités différentes face à la Aliyah. Nous, on est partis, on nous a mis ça dans le biberon à la maison, ensuite à l'école à l'Alliance et ensuite par le mouvement de jeunesse, quand il s'agit d'une famille à qui, de manière générale, dans les communautés différentes, ils reçoivent un message de dire, pour l'instant, si vous gardez vos enfants dans les écoles juives et si vous évoluez de façon, on va appeler ça, garder, conserver le judaïsme. Vous n'êtes pas en danger. C'est exactement, il n'y a pas d'urgence. Et nous, quand on est venu, on voulait crier haut et fort, c'était vraiment presque dans la rue, arrêter les gens et leur dire, il n'est plus question de rester là-bas. Il n'y a absolument aucun avenir pour vos enfants ici. Et bien, Baruch Hashem, la tzlacha... Aujourd'hui, c'est un discours qui passe un peu mieux en France, mais à l'époque, ça ne devait pas passer on était toujours très bien. Non, vous aviez été figé. Attention, les voilà. En effet. Et on a eu pas mal de difficultés à ce niveau-là, mais à vrai dire, on avait un grand sipouk, une grande satisfaction, parce que ça apportait de nombreux fruits. À vrai dire, pas seulement ceux qu'on a vus nous-mêmes faire les valises et partir. À vrai dire, ça c'est vrai de manière générale. Tu sais parfaitement que dans le domaine de l'éducation, très souvent, on sème toutes sortes de graines et ça prend plus de temps. On a eu le temps de revenir en Israël, de s'établir de nouveau et après cette shlichut et de voir parfois 5 ans, peut-être même plus, des familles avec qui on avait un contact très très proche et qui arrivaient en fin de compte à réaliser ce rêve. C'est un véritable plaisir de les voir. J'ai une question très pratique, très technique. Avec grand plaisir. Mais j'aime bien ce côté-là, le back-office. Qu'est-ce qui se passe derrière la vitrine ? Vous aviez vécu d'amour et d'eau fraîche, et puis d'un coup vous partez en France, vous avez des salaires sympas, décents, de shlichim, même si vous bossez 3 fois le temps normal dans la journée. Exactement. Et puis vous revenez en Israël, il faut tout refaire un peu à zéro. Comment on fait ça, ce décalage ? Comment on vit le retour ? Le retour en Israël était véritablement un défi. Un défi parce que c'était, en ce qui me concerne en tout cas, la première fois où je suis plus allé à Yeshiva, et j'ai plus non plus ce rôle de shaliach. Excuse-moi, je te coupe, mais je veux préciser un truc pour les gens qui nous regardent aussi. C'est pas seulement l'histoire du salaire que j'ai soulevé, c'est aussi l'histoire du mamad, du statut. Tu es le type de la jeunesse de Marseille qui a une responsabilité, puis tu reviens ici, puis personne vrai ici, comme tu n'avais pas commencé ta carrière de rabbin, personne te calcule. Exactement. Tout ça, on en a profiter de notre jeunesse frivole. On était encore jeunes. Les enfants, ça aussi, c'était une condition. Quand on a pris conseil justement avec le Rav Mordechai Eliyahu, c'était de dire, tant que les enfants sont encore dans des classes de primaire, non, en fait, avant le primaire, de maternelle, pour nous, on n'a pas fait notre aliyah et on n'est pas parti de France pour faire grandir en fin de compte nos enfants ensuite en galoute, en France, à Marseille ou à Paris ou peu importe, dans les meilleures écoles juives. C'était pas du tout ce qu'on voulait pour leur éducation. Et par conséquent, il s'agissait maintenant, nous on a appelé ça une sorte de aliyah de nouveau. On a fait notre première aliyah en tant que ravakim, en tant que célibataire. On s'est marié ici, on a grandi ici. Une fois
la shlichut achevée, il s'agissait véritablement presque un petit peu comme les familles qu'on avait fait et accompagner à monter. Il s'agissait pour nous de... En fait, vous aviez fait vos preuves en Chutz Laaretz maintenant. Vous savez que vous étiez des éducateurs, vous étiez capables de. Maintenant, il faut faire ses preuves en Israël. Exactement. Et à ce niveau-là, c'est une véritable seconde alia parce que maintenant, il faut faire ses preuves. On est capable de rester en Israël, de faire vivre sa famille, d'avoir une vraie influence ici. En Chutz Laaretz, c'est toujours quelque part un peu plus facile. Donc, c'est très difficile comme travail. Et surtout, c'est artificiel parce qu'on n'avait aucune intention de s'établir là-bas. Voilà, quand tout est provisoire. Tu ne construis rien, tu construis des fachottes, des âmes, mais il y a au pas... Au niveau famille, en ce qui nous concerne, pas du tout. Donc maintenant, il faut arriver en Israël et planter quelque chose qui doit grandir et qui doit... Il a fait le grand Itlaptut, la grande... le safek, ça va. Le doute qui s'est posé, c'était de savoir l'hésitation. L'hésitation entre différentes options, entre différentes... Exactement, c'était, en ce qui me concerne en tout cas, est-ce que je me consacre dans ce domaine-là de la rabbanout communautaire et je trouve une communauté en Israël pour pouvoir m'investir également dans ce domaine-là, ou bien le domaine de l'éducation. J'avais vraiment l'intention de me dire, peut-être je vais aller enseigner des francophones, ou même pas des francophones. À vrai dire, quand je suis rentré, j'avais vraiment une intention, c'est que on va appeler ça ma tourma pour les francophones, et je l'avais largement rempli avec ces 2 ans qui sont devenus 3 ans de shlichut. Il s'agissait pour moi d'intégrer, et pas seulement d'intégrer, d'influencer également la société israélienne. Mais ce qui s'est passé, ça c'était les intentions et la hitlaptout et l'hésitation en question, mais ce qui s'est passé, c'est que le Rav Israël Weiss a été nommé, au moment où je suis rentré, été nommé grand rabbin de Tzahal, et il a envoyé un courrier à tous ceux qui avaient fait une préparation. Moi, ça je ne l'ai pas raconté encore, mais juste avant de sortir en shlichut, j'avais été en Milouim, introduit par mon unité de Milouim, où on m'a dit de réserve, où on m'a dit, on sait que tu as été diplômé comme rabbin, va faire le cours, la préparation mikzoït au rôle de rabbin aumônier militaire, Rav Tzvaï. Et toi, tu t'es dit, comme j'ai plus envie de voir un char de toute façon. Exactement, pour moi, c'était extraordinaire. Je peux à la fois allier mon devoir de faire l'armée, mais dans un domaine qui est largement plus passionnant. Et donc, avec ce courrier, je me retrouve avec une autre option, pas seulement éducateur. Je peux devenir maintenant, c'était ça la proposition de ce courrier, rentrer dans l'armée, devenir donc armée de carrière, officier, et faire intégrer le corps d'armée de la Rabbanout Hatzvaït. Je me suis retrouvé de façon tout à fait inattendue. J'ai envoyé un Korot Chaim, j'ai envoyé un CV par retour de courrier. Le lendemain, moi j'étais sûr et certain qu'avant qu'il se passe quoi que ce soit avec cette proposition, mais il y a plusieurs mois qui vont passer, d'ici là j'aurai déjà une situation. Non, je me suis retrouvé le lendemain, un téléphone arrive, le Rav Arashi de Tzahal, le Rav Israël Weiss voudrait te rencontrer, quand est-ce que c'est possible? Bon, j'y vais, s'il me demande de venir, j'y vais. Et là, la proposition est particulièrement pratique, elle est surtout pour moi surprenante. J'avais en aucun cas, quand j'avais fait le cours de Rav Tzvaï, c'était ma marche en aucun cas pour penser un jour en faire une carrière. Et voilà, qui me propose, j'ai besoin d'un modèle comme cela, d'un rabbin jeune, plein de motivation, plein d'amour d'Israël, et j'ai besoin de 109 dans le corps de la Rabbanout Hatzvaït. Est-ce que tu veux relever le défi? Je me retrouve sans trop de préparation, en parler avec ma femme, et on se regarde, mais on n'avait pas du tout pensé à cela, et on se dit, pourquoi pas? On a été de nouveau prendre conseil chez le Rav Mordechai Eliyahu, et je lui propose de choisir entre le domaine éducation, mais dans le monde civil, que ce soit dans une yeshiva, ou que ce soit dans une communauté, ou bien remplir un rôle de rabbin, mais à l'armée. Et pour lui, la bracha était très claire, c'est à l'armée que tu dois arriver. Ça fait 17 ans depuis cette bracha du Rav Eliyahu, jusqu'à l'année dernière, en fait, il y a 1 an et demi, où je suis devenu aumônier militaire, Rav Tzvaï, Bekerev, Tzva Haganah Israël, Tzahal, qu'on aime énormément. Abraham, on va commencer à gérer notre temps, parce qu'on approche presque de la fin de la deuxième partie. Okay. On n'a plus qu'une minute avant la fin de la deuxième partie. En fait, ensuite, on va rentrer vraiment dans ce pourquoi on a fait cette émission, commencer à aider les parents, et aider les Olim Khadashim, leur expliquer comment on rentre dans le pays, comment travaille un éducateur. Mais pour moi, c'est très important. C'est
ces moments où on fait connaissance avec toi et avec ton parcours, parce que finalement, c'est le parcours d'un olé, c'est le parcours d'un éducateur, et ça va nous expliquer tout ce que tu vas faire dans les 2 parties d'après. La question que je te poserai en début de 3e partie, je te la pose tout de suite, comme ça on enchaîne. Je peux réfléchir. Ça fait plusieurs fois que tu dis on a pris conseil avec le Rav Eliaou, on habitait en face du Rav Ovadia Yosef à la Yeshiva, etc. C'est combien la marque de ces Talmidei Chachamim joue chez toi, dans ta carrière, dans ta vie, et combien ça doit jouer même sur Am Israël au jour le jour. Ça sera la question d'après. On prend tout de suite une petite pause et on revient tout de suite dans le studio. Parfait. Et de nouveau avec le Rav Avraham Deri qui va maintenant nous raconter, nous l'avons suivi, c'est un peu, on dirait un feuilleton, il se passe tellement de choses dans ta vie. Le Rav Avraham Deri, sur les conseils du Rav Eliaou, arrive et choisit la carrière militaire. Et là-bas, ma première question, et avant de revenir à la question que je t'ai posée en fin de 2e partie, c'est-à-dire combien les Talmidei Chachamim, combien les grands rabbanim jouent et influencent ta vie, on a l'impression qu'effectivement tu prends conseil toujours, mais que en même temps, tu es une personnalité, tu es un type qui sait prendre tes décisions. Pourquoi c'est tellement important, c'est la voie, l'orientation des Talmidei Chachamim, des grands d'Israël, dans ce qu'on doit faire au jour le jour? En effet, je leur ai jamais demandé de choisir pour moi. C'est-à-dire, il s'agit en effet d'une demande d'éclairage, d'une demande de bénédiction. C'est vrai que toutes les données, une fois que dans le cas de la proposition d'armée, on était vraiment très peu préparés. Mais une fois qu'on avait décidé que ça me concernait et que en ce qui me concernait, il s'agit véritablement de pouvoir établir une trouma mamashit, un don de moi dans un domaine qui me concernait parfaitement et dans lequel je voulais absolument investir. Mais la emunat rachamim, la foi qu'on a au grand maître de la Torah, il y a parfois des choses qu'il voit et que nous ne sommes pas, sauf ou bien à cause de notre âge, ou bien notre manque d'expérience. Ça, c'est vrai de manière générale, tous ceux qui ont plus d'expérience, mais encore plus quand il s'agit d'une lumière de la Torah, de voir véritablement ce que nous, on n'est pas capable. Et c'est ça que j'ai été demandé. Et quand je suis passé et demandé sa bénédiction, il a compris exactement dans quelle hésitation je me trouvais. Il m'a... Donc tu es fort de la bénédiction du Rav Eliaou, tu arrives à l'armée, et là, qu'est-ce qu'on fait dans ce tafkid? Le premier tafkid, je me trouve la rabbanout de Ayosh, du Ezor, Yehuda et Shomron. Il y a différentes unités. La première unité que je me trouve, c'est Etzion, à savoir le sud de Jérusalem, Gush Etzion. Il y a une khativa qui s'appelle Khatmar Etzion. Je me trouve être celui qui va commencer, en fait, établir la rabbanout de cette khativa, de cette unité-là, parce qu'il n'y en avait pas jusqu'à mon arrivée. Et c'était pour moi véritablement innové dans tous les... Je me rappelle très bien peut-être cette anecdote-là. Et quand j'arrive sur place, on me fait un siour pour connaître les différents Baalei Tafkidim, les différents... ceux qui sont responsables. Les différents postes, les différents gradés qui travaillent dans... Et on me dit, voilà, c'est là que tu vas être. Et j'ai du mal à comprendre qu'est-ce qu'on me montre. On me montre rien d'autre qu'une petite chambre comme ça, une petite pièce qui servait maspera, qui servait de salon de coiffure pour les Khalim. On me dit, c'est là qu'on a décidé de te mettre. Donc il s'agissait véritablement de tout établir, ne serait-ce que même les conditions pratiques. Il fallait mais le Rav Eliaou m'a dit qu'il fallait que je prenne exactement, prends le balai en attendant. Et commence tout de suite par ça. Exactement. Et je me suis trouvé très rapidement. C'était vraiment à la veille de l'année 2000. C'était ce qui se rappelle de Pigoua de Natania. Malone Park. Voilà, Malone Park, exactement. C'était 6 mois après, même moins que 6 mois après mon enrôlement à l'armée de carrière. On se retrouve le soir de la Seder. Il y avait déjà auparavant de nombreuses difficultés en ce qui concerne la situation de sécurité de l'État d'Israël. Mais en tout cas, à ce moment-là, la nuit, je me trouvais donc à l'armée. On était en train de faire un Seder pour les soldats. Il y avait pas moins que le Sar HaBitachon de l'époque. Le Sar HaBitachon de l'époque, c'était Fouad Ben Eliezer. Zichrono Livracha. Depuis, il est déjà décédé. Mais en tout cas, on se retrouve le soir même, en plein milieu du Seder, tous les téléphones hurlent,
Et il y a eu un pigoua particulièrement difficile cette nuit-là, et la décision de rentrer dans les villes palestiniennes de Judée-Samarie a été prise ce soir-là. En quelques heures, j'étais avec ma famille. Ce soir-là, le soir du Seder, a priori, j'avais pris donc ma femme, mes enfants. Entre-temps, à part les 4 premiers qui étaient nés, ceux-là on les a déjà... Entre-temps, 2 autres ensuite sont nés également. Tout le monde était là et on se retrouve être dans une situation chéroum, dans une situation d'urgence. Chomat Magen, la même nuit. De nouveau dans les villes. Exactement. À vrai dire, mes 6 premières années de l'armée, c'était rien d'autre que des coups-vifs, des opérations militaires. Ça n'a pas été appelé une guerre, ça a été appelé Mifza. Mifza Chomat Magen, c'est le nom, on va appeler ça plus Adin. Mais il s'agissait vraiment d'énormément de troupes, énormément de forces, unités Sadir et Milouim également. Et je me suis retrouvé véritablement. Ma question, ça va être une question d'éducation. Oui. Le rabbin, on comprend ce qu'il va faire. Maintenant, il va suivre. Comment l'éducateur arrive à s'exprimer dans cette situation-là? À vrai dire, dans un cas comme ça, pour la population qui est plus jeune, à savoir pour les soldats qui sont plus jeunes, n'importe quel Baal Tafkid, n'importe quel officier qui vient en fait lui donner l'expérience, le rassurer, on peut parfaitement l'appeler éducateur. Dans le cas du rabbin de l'unité, alors c'est encore plus, parce que le rabbin, dans des moments à ce point-là d'urgence, immédiatement on va se tourner vers lui pour un réconfort, pour un sourire. Je me suis trouvé, et pas seulement d'ailleurs pour les jeunes, également pour tous les Milouim. L'essentiel des troupes qui ont été engagées, c'était des troupes de Milouim. On s'est retrouvé de façon tout à fait imprévue avec un nombre, des milliers de soldats qui se retrouvent en plein milieu de cette situation-là. Et la fonction du rabbin, à part sa fonction, on va l'appeler officielle, elle devient tout de suite une sorte de... quelqu'un qui encourage, qui écoute, qui soutient. Et c'est sans aucun doute, en ce qui me concerne en tout cas, un lien direct avec le rôle d'éducateur. De quoi avaient besoin ces chayalim-là? Est-ce qu'ils ont besoin qu'on les renforce, qu'on les motive, qu'on leur raconte des anecdotes, qu'on les fasse parler un peu? La motivation pour combattre, il l'avait tout simplement parce que dans toutes les Hadashot, déjà depuis quelques mois, il s'agissait vraiment la Toda'a, la compréhension publique. Il s'agit véritablement de sauver la vie des citoyens d'Israël, d'arrêter avec situation de terrorisme dans les grandes villes. Et pour ça, il n'y avait plus besoin de leur expliquer dans quoi ou contre quoi ils devaient combattre. Ça, c'était pas la peine. Mais par contre, bien évidemment, quand il s'agit de sortir de sa maison, de se retrouver avec une arme en main et d'aller combattre, on a nécessairement dans ces mêmes besoins-là, besoin d'être conforté, d'être rassuré, d'être encouragé, encore une fois, pas encouragé sur le bien fondé du combat lui-même, mais encouragé pour dire, eh bien, je fais quelque chose d'important, je fais une milchemet mitzvah, c'est notre... Alors justement, à ce moment-là, que fait le rabbin de l'unité? Comment il n'arrête pas. Quel est son cave? Quelle est sa ligne de conduite? D'abord et avant tout, il s'agit d'être présent constamment, de sourire. Parfois, j'ai été à de nombreuses reprises sollicité à parler, à dire quelques mots avant que telle ou telle unité rentre. Là-bas, c'était Bethléem. Il s'agissait de différentes opérations. Mais à vrai dire, ce n'était pas tellement le rôle d'orateur, de celui qui va dire quelques mots, c'était plus la présence. C'était plus la présence, le petit coup sur l'épaule, exactement, le regard. Et l'écoute. C'était très important. Exactement. Très important. Et ça, c'est sans aucun doute... Et ça reliait Abraham, on est loin du petit garçon de Shell. Ah oui, mais c'était complètement... Là, c'est un autre monde, là. Là, j'avais véritablement le sentiment, ça y est, l'Alia, elle est bien ancrée. Je me retrouve dans le sein des saints de la société israélienne. Je me retrouve officier de l'armée d'Israël. C'est moi, alors que je suis 20 ans seulement en Israël, c'est à moi maintenant, même moins que 20 ans, c'était 15 ans, en Israël, je me retrouve maintenant à être celui qui doit réconforter en fait ceux qui sont déjà depuis plusieurs générations ici. On ne peut pas imaginer, je n'avais pas pensé comme ça, mais en tout cas, comme intégration, c'était l'intégration Abraham, pour nos auditeurs un peu olim, etc., résumons-nous. Tu es sur
le départ, tu vois les Khalim qui s'en vont vers les champs de bataille, qui vont aller se battre, qui ont besoin de réconfort, tu leur parles, tu fais des fois un petit discours, tout se passe en hébreu, tu es complètement intégré. Et il y avait des petits Français de temps en temps qui ont compris quelque part par l'accent que peut-être t'étais de je dis chez nous. Je dis toujours qu'après 2 phrases que je prononce une après l'autre, tout de suite, Animasgir et Tatsmi, tout de suite, je révèle tous les secrets. Et c'est vrai. Et c'est vrai, les Français entendent tout de suite une sorte de... Ça les réveillait, tu voyais ça les étonne surtout. De... Ça les étonne énormément. Il parce n'a pas l'air. Pour... Exactement. On voit un officier de l'armée, on voit quelqu'un qui a priori fait partie du maté, fait partie de tous les officiers qui prennent en main l'unité. Et on entend un accent comme ça, parfaitement connu. Et c'est réconfortant. À vrai dire, c'est réconfortant parce que ça crée une sorte d'intimité encore plus. À vrai dire, il y a une règle dans l'armée. Dans l'armée, on parle en hébreu. Exactement. Interdit formel de parler en autre langue de façon à ne pas créer justement une sorte de richouk, de distance, d'éloignement entre les différents soldats. Mais à vrai dire, malgré ces lois, il y a toujours une sorte de complicité particulière qui se crée. Et c'est vrai. Et c'est vrai que les Français, et les francophones plus exactement, et que ce soit de longue date en Israël ou même des Olim qui venaient d'arriver, voyaient en moi une sorte de michen, de support encore plus particulier, justement parce que j'avais le même parcours, ou en tout cas les mêmes origines. Et puis aussi un exemple, quelque chose, on peut y arriver, on peut être dedans. C'est clair. Quand on le voit avec le pool des officiers, on dit on peut y arriver, parce que quand tu commences l'armée, etc., tu te dis souvent, bon, ça va. C'est pas pour moi. Des Olim, on va rester, on va devenir Mefaket Kita. Dans le meilleur des cas. Dans le meilleur des cas, disons, j'arrive à être officier un jour, etc. Mais on peut être dans le pool, mamage, des gens qui réfléchissent et qui disent comment on améliore la situation. C'est clair. Ça aussi, c'était pas dans le projet initial. Quand je suis rentré à l'armée, c'était pas aussi pour ça, mais très vite, je me suis rendu compte qu'en effet, dans l'imagerie des Olim, de voir qu'il y a tout à fait une possibilité, non seulement de faire son service, parce qu'on doit le faire, mais plus que cela, d'y établir en fait sa carrière, d'y grandir et d'arriver à des postes, des grades et des postes véritablement très hauts et dans la responsabilité de Tzahal, c'est sans aucun doute également un modèle qui, même si je ne l'avais pas choisi comme ça, qui a été parfaitement... Donc tu avances dans l'armée, tu commences à intégrer de plus en plus effectivement toutes ces histoires. Et puis, moi je t'ai connu, tu étais à 1 an ou 2 ans de la fin de l'armée, je t'ai connu bien avant, mais je me souviens d'une petite réunion même où on s'était vu. Oui. Tu m'avais dit, je vais peut-être terminer l'armée, en tout cas la période, etc. Et c'est clair pour moi, je vais aller à fond maintenant, je vais pouvoir me lâcher dans le chinour, dans ces choses-là. Comment... D'abord, plusieurs questions à la suite, presque. Comment on sort de l'armée et de ces rôles-là qui sont, même s'il y a un côté très éducatif, tu es quand même loin de l'éducation dont tu avais l'habitude au jour le jour. Comment on revient vers ça? Et la deuxième question, ça t'a forgé tout ça, ça a forgé ta personnalité, ton expérience. Comment tu voulais traduire ce truc-là un peu à la sortie de l'armée? Je suis obligé d'accélérer un peu parce qu'on va arriver à la fin du 3e quart d'heure. Puis dans le dernier quart d'heure, on va rentrer mamage dans les histoires d'éducation. Oui. Mais toi, comment tu te sentais à la fin un peu de cette période? Tu comprends que la période à l'armée va s'achever et comment tu vas réussir à amener toute cette expérience pour être un éducateur mashmaouti qui a une influence maintenant? Tout à fait. Alors, je me permets de dire que c'est pas que je comprends que l'armée va se terminer, c'est que je choisis en réalité, parce qu'on m'avait proposé, à l'époque justement que tu rappelles où on s'est rencontrés, on m'avait proposé de prolonger, de monter de grade de nouveau et éventuellement de passer à un poste de plus haute responsabilité. Alors qu'est-ce qui motive justement cette décision? À vrai dire, je tiens à dire que même si le temps à l'armée est passé très rapidement, 17 ans avec une course constante, mais je me sentais constamment. Le mot frustration, peut-être, il correspond au niveau de sa traduction en français, mais à vrai dire, je tiens à dire que j'étais très satisfait de ce que j'ai fait à l'armée, mais je me sentais en réalité capable, avec des kishronotes, avec des possibilités de faire au-delà en ce qui concerne un domaine très particulier qui est l'enseignement de la Torah, également le domaine de l'éducation et de la klita des Olim francophones. C'était véritablement les dernières années à l'armée, c'était les années du nouveau GAL,
la nouvelle vague d'Aliyah. Exactement. Et je me sentais responsable. Que dans le cadre de l'armée, en tout cas, tu ne pourras pas te lâcher comme tu veux. Exactement. Et arriver. On va voir tout ça très, très bientôt en quatrième et dernière partie. On va devoir d'ailleurs accélérer un peu parce qu'on a tellement de choses à nous dire. On va continuer après, une fois qu'ils partent. Parfait. On restera entre nous. Tout le monde, mais c'est sûr qu'avec ce parcours-là, avec cette expérience que tu as prise, on attend une dernière partie passionnante. Tu vas nous raconter aussi ton anima amine, comment tu vois le chinour, comment tu le comprends, et qu'est-ce que tu penses qu'on peut développer en Israël pour améliorer encore, parce que le chinour, c'est quand même ce qui nous fait tenir ici. Exactement. Sur Terre, et sur la terre d'Israël. On se retrouve tout de suite en quatrième partie de Plein Ado et je peux dire qu'on est très très content de t'avoir aujourd'hui ici. Todaama. Quatrième et dernière partie de Plein Lado avec le Rav Avraham Deri, le rabbin du centre communautaire Gomel Chesed à Ashdod, avec tout ce qu'on a appris dans les 3 premières parties d'avant. Et on va savoir comment il est arrivé Rav exactement de cette communauté, mais on attend maintenant que le Rav Deri se lâche au niveau Chinour. Il sort donc de l'armée après 17 ans de bons et loyaux services. Et là, il a plein de projets, plein de choses dans la tête. Alors, quelles étaient les différentes directions ? J'ai réfléchi énormément avant de décider. J'ai pris contact avec énormément d'associations qui se préoccupaient justement de Klitat Aliyah. J'étais également en parallèle dans le domaine torani, dans le domaine de l'enseignement de la Torah. J'ai enseigné en français, mais également en hébreu dans différentes institutions. Et là, véritablement, je suis arrivé à une tovana, une compréhension que ce parcours, et je veux bien accepter le fait qu'il est véritablement charig. Il n'est pas faire son aliyah à 17 ans, avoir été passé par Mousmach les Rabbanout, pas contre mon gré, mais en tout cas de façon pas préméditée. Et ensuite, presque par le même moyen, également devenu officier dans l'armée, ça m'a donné une sorte de bagage que j'avais nécessairement presque devoir de partager et de pouvoir enfin, en ce qui me concerne en tout cas, arriver à donner, à octroyer cette lumière de la Torah d'un côté, également la lumière du lien avec Israël. Et quel lien plus grand que servir dans le Tzahal. Et je me sentais véritablement un besoin de trouver la misgeret, le cadre exactement, dans lequel je peux exprimer tous ces idéaux-là. À vrai dire, il y a un point qui, en fait, s'est affiné au fur et à mesure par le temps de réflexion, mais peut-être même, je peux me permettre de dire aujourd'hui où j'ai déjà commencé donc, cette expérience-là dans les Mosdot de Gomel Chesed, donc à Ashdod, je me rends compte qu'il y a une identité particulière du judaïsme français, ou en tout cas d'origine française, qui est sans aucun doute, en ce qui me concerne aujourd'hui, j'en suis persuadé, est capable de devenir un modèle face à la société israélienne. Je veux être un peu plus clair. La société israélienne, je suppose que vous avez dû certainement en parler à de nombreuses reprises, est fragmentée. On doit être dans telle mishbetzet, dans telle case, que ce soit ultra-orthodoxe, ou que ce soit libéral, ou que ce soit séfaradi, ou que ce soit ashkenazi. Il y a un modèle très, très ultra compartiment qui est, en ce qui concerne notre passé à nous, quand on a grandi dans le judaïsme français. Ce n'était pas le cas dans nos communautés. Exactement. Tout le monde était un peu mélangé. On venait prier, on venait faire des activités, on rentrait dans le mouvement de jeunesse. On pouvait être religieux, pas religieux, Sfarad, Ashkenaz, tout. On ne savait même pas qu'il y avait... On ne savait même pas. Bémet, on ne savait même pas qu'il y avait des différences à ce point-là prononcées. Et au fur et à mesure de mon évolution, à l'armée, dans la société israélienne, mais également dans le monde de la Torah, je me rends compte de façon de plus en plus probante que ce modèle-là est un modèle qu'on a besoin aujourd'hui de
j'ai pas envie de dire de compartimenter, parce qu'on ne va rien faire si on fait de nous-mêmes de un nouveau de compartiment. C'est pas de ça qu'il s'agit. Mais non. de prendre un peu un modèle qui Exactement. était... Parce qu'il y a quelque chose, par exemple, pendant que tu parlais, j'ai pensé que, par exemple, chez nous, dans les communautés en France, il n'y avait pas de différence entre un rabbin ashkénaze et un rabbin sfarad pour nous. Il y a un grand rave dans le quartier, on va écouter ce qu'il raconte. Et aujourd'hui, quand tu es en Israël, tu entends les rabbinim du monde ashkénaze. C'est quoi les rabbinim du monde ashkénaze? Je connais un monde, moi, le monde juif, qu'est-ce qu'ils disent? Le monde de la Torah. Et effectivement, alors en quoi ce modèle-là peut être un modèle et en quoi nous les éducateurs, on pourra travailler plus librement à partir du moment où on a un modèle qui correspond plus à ce que Am Israël il me semble que c'est véritablement le b.a.-ba de tout modèle d'éducation. Il s'agit que si j'ai de quoi, j'ai pas envie de dire vendre aux enfants, aux adolescents, mais en tout cas, si je sais parfaitement vers quelle direction je veux aller, alors c'est sûr et certain que par l'identité que je vais véhiculer par moi-même, il y a d'abord et avant tout, peut-être la règle d'or de l'éducation, c'est le dogma ishit, c'est le modèle, exactement, le modèle, l'exemple que l'éducateur par lui-même, les parents, c'est vrai également, donnent à leurs enfants. Et dans ce domaine-là d'identité juive, je suis persuadé aujourd'hui encore plus que quand cette année-là de recherche que j'avais fait après l'armée, je suis persuadé que ce fameux centre communautaire à Ashdod, je me suis retrouvé de façon... ça aussi, c'était particulièrement surprenant. Tous les tzmatim, tous les différentes étapes, les carrefours, où je me suis retrouvé donc à la yeshiva à Bethel et ensuite à l'armée en tant qu'officier. Et même maintenant, se sont faits de façon comme s'il y avait une sorte... cette fois-ci, je n'ai pas pu demander au Rav Mordechai Eliyahu, ni même au Rav Ovadia Yosef, les deux étaient déjà disparus. Tu as toujours eu l'impression qu'il y avait une main directrice c'est clair. Ici, c'est clair. Parce qu'il s'agit en effet d'une communauté qui est à la fois israélienne, comme j'ai dit, israélienne dans tous les sens du terme. On a à l'étage, on parlait de 4 étages au début de l'émission, dans l'étage du bas, il s'agit d'un Kollel Avrechim de la Chassidut Gour. Si aujourd'hui je devais expliquer que je suis rave d'une communauté où il y a 40 Avrechim de Chassidut Gour, ça paraît complètement... en Israël, ça marche pas. C'est complètement impossible. Il s'agit véritablement de ce modèle-là. Il s'agit à la fois de faire, pas seulement cohabiter au niveau proximité géographique, qui soient également les chassidim d'un côté et d'un autre côté la population, on va la dire. Il y a des activités en commun, il y a des choses qui se passent ensemble. Le projet est un projet commun. C'est ce qui est intéressant, parce que si chacun reste à son étage, on peut reproduire la société israélienne. Moi, je tiens à dire que déjà, chacun à son étage, chacun à son étage, c'est déjà en soi, c'est pas mouvan mais là, exactement. Dans sa ville. Dans de nombreuses localités en Israël, c'est complètement impensable, que ce soit à Bnei Brak ou même à Jérusalem. C'est complètement impossible de voir qu'il y a une communauté. Vous avez voulu passer à l'étage du dessus, c'est-à-dire dire on peut faire des choses aussi ensemble. Exactement. On n'est pas seulement sous le même toit. Chez le Torah, sous la grande tente de la Torah, il y a de la place pour ça. Il y a de possibilités. Le modèle dont je parle, le modèle identitaire dont je parle, c'est un judaïsme, j'ai envie de dire normal. Ça paraît complètement peut-être puéril. Ça devient difficile. C'est difficile. C'est pas évident. C'est difficile. C'est en effet un judaïsme qui est à la fois plein d'amour de la Torah et de respect, fidélité à la Torah. C'est pas seulement des déclarations. Il est véritablement fidèle à la Torah, mais il est également, on n'a pas besoin d'être compartimenté, on n'a pas besoin d'être généré suivant un modèle fragmenté. Et là, on peut parfaitement apprendre la Torah avec des avrichim de Chassidut Gour et en même temps, quand on a invité dernièrement Roni Akrish, on connaissait certainement le monde francophone, on le connaît très bien, le Rav Uri Cherki, on est véritablement à la fois OAV Israël, à la fois sioniste, il faut peut-être dire le terme également, et à la fois ultra-orthodoxe en ce qui concerne la pratique religieuse. Il s'agit véritablement de percer l'abcès, je suis obligé de me servir de ce terme, de croire que si on est de telle couleur, on est nécessairement autre couleur, et c'est pas du tout ça. Ça attire l'attention de gens pas religieux, votre bâtiment. Et ça aussi. C'est important de voir aussi qu'il y a leur place. La ville d'Ashdod, de manière générale, ça aussi c'est important. La ville d'Ashdod, de manière générale, est une ville, on va l'appeler traditionnelle. Le judaïsme traditionnel, même sans le modèle français, même sans le modèle francophone, il existe là-bas de façon tout à fait établie. Mais la particularité, c'était ça mon intention, du modèle du judaïsme francophone, c'est encore plus que cela. C'est pas seulement avoir une certaine relation de parfois on-off face à la Torah, on est complètement dedans.
et on est complètement amoureux d'une grande Torah, d'une fidélité à la Torah, mais également d'Israël, de la société israélienne, de l'armée bien évidemment, et tout ça se retrouve, même si chacun a sa, on va appeler ça sa spécificité particulière, sa couleur est préférée. Mais à vrai dire, toutes ces couleurs-là rentrent parfaitement en harmonie. Ce modèle-là, c'est le modèle que j'ai trouvé à Gomen Chesed. Rav Avram Deri, je te coupe un peu parce qu'on s'approche de la fin de l'émission et c'est maintenant que ça commence à devenir vraiment, on est dedans. J'ai une question par rapport à tout ce que tu as dit là. Ouais. Le modèle éducatif sur lequel on essaie d'élever nos enfants, des avancées, est-ce que aujourd'hui les difficultés qu'on rencontre parfois, elles viennent de ceux dont tu as parlé, c'est-à-dire qu'on a perdu un peu une espèce de simplicité, savoir faire le judaïsme simplement avec des kiffs d'après la tefila, je mets de la boutarde et des trucs, et puis les Ashkenazim me mettaient leur hareng, et c'était simple et ça donnait aussi envie aux gosses de venir au Beth Knesset et d'avoir un bonbon après la tefila et un petit mot et un truc. Il y avait une espèce de simplicité qui faisait comme c'est simple, et ben j'ai envie de le faire et je peux le faire. Et oui, je resterai peut-être traditionnaliste et pas un grand religieux, mais au moins je suis là, je suis à côté. Alors qu'on voit aujourd'hui des phénomènes, des types ont quitté, ont jeté la kippa pour aller, et tu dis, est-ce qu'on n'a pas perdu un peu cette simplicité judaïque? C'est un truc simple, finalement. C'est exactement de ça qu'il s'agit. Tu viens de définir ou tu viens de décrire en réalité, peut-être sans le savoir, si je ne l'ai pas dit auparavant, la famille Haddad, donc responsable de Gomen Chesed depuis déjà donc 20 ans, et à part toutes leurs qualités, on en a une particulière, c'est qu'ils sont de la Eda Nechoda, de la communauté d'origine tunisienne, et par conséquent, si tu parles de boutargue et d'apéritif et de bonne ambiance chaleureuse, c'est exactement de ça qu'il s'agit. Il s'agit d'un judaïsme, moi je l'ai appelé naturel, je l'ai appelé normal, mais c'est de ça qu'il s'agit, chaleureux, qui laisse la place pour chacun et qui donne envie, exactement, qui donne envie d'être relié sans avoir immédiatement l'examen de combien tu respectes et de quelle façon tu vas faire et de quelle façon tu vas prier. On a tout basé un peu sur le Derech Eretz Kadma la Torah. Les relations avec mon prochain, c'était avant de savoir si je suis religieux. D'abord, je me comporte bien avec mon prochain, etc. Après, on va parler religion. Je me sens bien avec moi-même, je me sens bien avec mes parents, je me sens bien avec ma communauté. Et c'est clair que tout ça, non seulement ça entretient un lien juste avec la Torah, un lien juste avec la société israélienne, tout ça est relié. Ce modèle-là, en ce qui me concerne, c'est véritablement ça qui m'a donné une décision totale. J'avais plus d'hésitation de continuer encore quelques années de carrière dans l'armée. Il s'agissait pour moi de prendre ce défi-là et de m'y investir complètement. Ton grand message, c'est la Torah comme l'éducation, et en fait, c'est la même chose, probablement. C'est quelque chose de simple. Il faut arrêter de se prendre la tête et de compliquer, finalement, par le dogma échite, par l'exemple, par le fait de choisir des joies simples, des choses simples, de faire monter les enfants qui vont lire à la Torah et qui vont faire des choses, et ben finalement, donne envie à tout le monde, et ça redevient un processus naturel et non pas des grandes questions philosophiques. C'est exactement de ça qu'il s'agit. L'étage du haut de ces institutions de Gomen Chesed, c'est rien d'autre qu'un Talmud Torah. C'est le Talmud Torah, véritablement le même modèle de ce qu'on a connu à notre enfance, nous-mêmes en France. C'est des heures d'étudier la Torah après la scolarité. Arrivent toutes les sortes de populations, des plus religieux, des moins religieux. Il s'agit véritablement de proposer une connaissance de la Torah, un amour de la Torah naturel, respectueux, chaleureux. Et si en plus on peut prendre un apéritif autour bien copieux, alors là... quand est-ce que vous faites sortir 2-3 bus là, d'un peu partout pour qu'on aille visiter ce Gomen Chesed? Avec grand plaisir, je tiens vraiment à t'inviter personnellement, mais pas seulement, on veut véritablement... Pour l'instant, mais je prends, c'est pas besoin que tout le monde vienne. On gardera pour les autres également. Il s'agit véritablement de publier, en effet, cette particularité de Gomen Chesed, et ça aussi peut-être lors d'une prochaine émission. Alors, on n'a pas encore tout à fait fini notre temps, donc on va profiter pour un peu savoir quelles sont les prochaines perspectives, quels sont les projets même de ce centre communautaire et tes projets même personnels. Bien. Donc, quels sont tes kivounim? Après 25 ans à Bethel, on est passé donc il y a moins de 5 mois à peu près à Ashdod. Toute ma famille a été est passée donc... j'ai pas envie de dire contre leur gré, mais en tout cas, ils ont compris que le projet de papa était à prendre en compte, et ils l'ont pris en compte.
Il s'agit, en ce qui me concerne personnellement, d'abord d'établir de façon régulière. On a pris énormément d'initiatives dans ces 4 mois. Il y avait des choses qui ne m'ont pas attendu pour commencer, les prières, les cours, mais j'ai rien fait d'autre que d'amplifier tout ça, élargir toutes les différents Ma'agalim. Il s'agit maintenant véritablement d'établir une sorte d'équilibre à tout ce qu'on a pris l'initiative jusqu'à présent. Et en ce qui me concerne, il s'agit de faire grandir ce fameux modèle d'un judaïsme qui est un judaïsme plein d'amour, de Gomel Chesed. Ça aussi, c'est relié à la fois face à celui qui est dans le besoin, mais indépendamment du niskak, même de pouvoir permettre à quelqu'un, il y a autour de la synagogue une grande proportion d'une communauté éthiopienne qui eux aussi sont à leur tour dans l'intégration en Israël, ont besoin également d'être aidés. Tout ce qu'il s'agit, Klita, Beth Midrash francophone, aide aux Niskakim, propagation de la Torah, et encore une fois, tout ça sous ce modèle d'un judaïsme, d'une identité sereine, celle qu'on a quand j'ai tous les maîtres devant moi, celle sur les genoux desquels on a véritablement grandi. C'est de ça, et en ce qui me concerne, en tout cas, c'est mon défi. C'est ça que je veux établir. Et Be'ezrat Hashem, je vous invite également à... Un grand amour du prochain, de la Torah et d'Eretz Israël dans les propos du Rav Deri. Merci beaucoup d'avoir été notre invité, Avraham. Je vous rappelle que vous pouvez nous retrouver le numéro de la boîte vocale 050 430 80 20. Vous pouvez télécharger aussi l'application Studio Kalita sur l'App Store et Google Play. www.studiokalita.com. Retrouvez-nous dans Plein Lado chaque semaine. Et Rav Deri, tu es notre invité quand tu veux. Tu viens, tu participes à des panels ici chez Plein Lado. C'est la maison des éducateurs. L'apéritif, on espère bien une petite paire de boutargues. On ne prend pas ici de salaire particulier. Merci à tout le monde. Merci de nous suivre chaque semaine et à très bientôt. Toda Rabba. Shalom. Plein Lado, c'est un rendez-vous détente présenté par Bernard Zanzouri pour rire, réfléchir et grandir tous ensemble.